Merci d'être avec nous dans cette édition rétrospective. Paix, stabilité et développement, ce sont les mots-clés au cœur de l'atelier sur les suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les participants ont examiné les engagements pris par le gouvernement. Beaucoup reste encore à faire, bien que des avancées significatives soient enregistrées. 75 francs de plus à l'achat d'un litre de carburant à la pompe. Voilà le nouveau tarifaire qui se dessine dans différentes stations-service. Cette augmentation de 5% du prix initial pourrait avoir des répercussions sur les transports et autres produits de première nécessité. Et puis, l'édition foraine 2014 est ouverte depuis samedi par le ministre de l'Économie et Commerce. Cette édition sera essentiellement consacrée à la promotion des PME et PMI, moteurs du développement. Les PME et PMU, secteur de stabilisation du cadre macroéconomique du pays, à l'heure actuelle où la République démocratique du Congo est redevenue un pays très fréquentable par les investisseurs grâce à la stabilité de son économie. Pour le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, cette édition 2014 ouvre ses portes à chaque investisseur désireux d'apporter sa contribution au développement de la RDC. Une occasion mise à profit par le ministre de l'Économie et Commerce, Jean-Paul Nemoyato Baguebolé, d'inviter les investisseurs à fréquenter la FICIN dans les cadres du partenariat gagnant-gagnant. Tout le monde est appelé à s'impliquer. Je l'ai dit, le prix du litre de l'essence est passé depuis hier samedi de 1400 à 1475 francs congolais aux stations-service. Après 2 jours des rumeurs sur cette augmentation, et ces spéculations s'orientent maintenant vers le coût de course dans le transport en commun et la hausse de prix de produits de première nécessité, mais on n'y est pas encore. Était-il surpris ? Pas tout à fait. Les conducteurs en ont vécu déjà des signes avant-coureurs ces dernières 48 heures. Fermeture assez tôt et ouverture tardive des stations-service, avec pour conséquence la difficulté d'approvisionnement des véhicules en carburant. Et toujours en alerte pour la spéculation, pour imposer le litre d'essence à 3000 francs congolais. Pourquoi cette hausse des prix ? Le commun de mortels ne sait pas répondre. Aucune source officielle ne s'étant pas prononcée sur la question. Je me suis retrouvé seulement maintenant à la station et on me dit que le prix du carburant a augmenté. Nous sommes arrivés ce matin à la station et on nous dit que le prix du carburant a augmenté. Je ne sais pas pourquoi, dans notre pays, les prix des denrées augmentent sans prévenir. La différence est de 25 francs, donc pas moyen d'acheter le carburant. Parce qu'avant, avec 1400 francs, on pouvait bien, mais maintenant, on ne paie plus. Sinon, la solution, c'est augmenter aussi le prix de la course du transport. Malgré ce réajustement du prix du carburant pour plus de 5%, les tributaires de transport en commun poussent un ouf de soulagement car le prix de la course ne bouge pas. Mais comment assurer la paix et la stabilité? Mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba samedi, les 6 engagements pris par le gouvernement dans le processus du rétablissement de la paix en République démocratique du Congo et son développement par rapport à la région de Grand Lac étaient sur la table des échanges. C'est comme un programme de gouvernement. Ces 6 engagements pris par la République démocratique du Congo à l'issue de l'accord cadre de février 2013. L'enjeu, assurer aux Congolais la paix, la stabilité et le développement. François Mamba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord de la capitale éthiopienne. Tous les Congolais étaient désemparés lorsque, au mois d'avril 2012, nous sommes agressés et que Goma tombe. Désemparé, mais pas le président de la République, un bon capitaine, il a tout de suite indiqué les 3 voies qui allaient nous permettre de nous en sortir. Ça sera la voie militaire, ça sera la voie diplomatique, ça sera la voie politique. Tout ceci a été discuté autour d'une table le 24 février de l'année dernière à Addis Abeba. C'est une étape dans un long processus. Tout a commencé quand Goma est agressé il y a 2 ans. Ces engagements-là, il y en a 6. Et le président de la République, c'est quand même différent par rapport à tout ce qu'on a vu depuis 60.
revient au pays et dit, moi je n'ai pas été signé pour ne pas faire. La paix là, je la veux non seulement aujourd'hui, mais je veux qu'elle soit définitive. Et pour qu'elle soit définitive, il faut que ce que nous avons dit, nous Congolais, que nous allions faire, il faut que ça se fasse. Vous, membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, accélérez les réformes dans tous les domaines des engagements. Il restait l'autre question. Ok, on va accélérer, on doit faire, mais comment ? Pour pouvoir effectuer des réformes dans l'armée, dans la police, dans le 713 et tout ça, il faut des outils. Et ce sont ces outils-là qu'on appelle le benchmark en anglais, qu'on appelle les indicateurs de... Pendant toute une journée, gouvernement, institutions d'appui à la démocratie, bailleurs de fonds et communauté internationale vont se mettre d'accord sur ce qui reste à faire pour que le Congo se porte beaucoup mieux. À l'ouverture de l'atelier, le président de la République s'est fait représenter par le vice-premier ministre Moukoko Samba. Les 6 engagements de l'accord cadre vont être mis en œuvre par l'exécutif central. Les ministres concernés savent que beaucoup reste à faire et l'Assemblée nationale a pour rôle d'adopter des lois qui accompagneront les réformes liées à la stabilisation et au développement de la RDC. Des propos recueillis par Mamina Massengo. Au jour d'aujourd'hui, s'il faudrait évaluer ce qui a été fait par la République démocratique du Congo, je crois que le résultat est bon. Vous avez vu sur le plan politique la tenue des concertations nationales. Vous avez vu sur le plan militaire la victoire de nos vaillantes forces armées à l'est du Congo. Et vous voyez sur le plan des finances comment le gouvernement se bat. Je crois que d'une manière générale, la République démocratique du Congo est tentée de remplir petit à petit les engagements souscrits et de très bonne façon. Toutes ces réformes, parce que toutes ces lois qui doivent être adoptées passent par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi vous voyez notre présence personnelle et l'implication de l'Assemblée à travers son président pour que nous puissions accompagner ce processus dans sa mise en œuvre. Ce n'est pas normal qu'on manque de maçons maintenant que nous nous relançons dans le processus de la reconstruction de notre pays. Et c'est important qu'au niveau de la matrice qui nous a été présentée parmi les indicateurs, on tienne compte de la formation continue. Nous bataillons pour opérationnaliser toutes les mesures sectorielles allant dans le sens de la protection de l'environnement, allant dans le sens d'assurer le reboisement pour les espaces dévastés par les groupuscules armés. Nous nous investissons pour que les parcs aires protégés à l'Est soient des vecteurs de croissance économique, c'est-à-dire réfléchir ensemble avec le partenaire comment mettre en place les instruments de valorisation des parcs aires protégés. Il n'y a pas de production sans industrie. Alors, les industries vont, grâce maintenant aux 2 lois que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de promulguer sur la relance des entreprises industrielles en difficulté et le régime des zones économiques spéciales s'impliquait totalement dans la transformation des ressources locales, un facteur primordial dans la croissance économique, et l'accord cadre ne sera appuyé que par tout ce que les industries vont devoir produire. Et sachez qu'un atelier sur la revue du document de stratégie de croissance et des réductions de la pauvreté de 2e génération et du programme d'action du gouvernement s'est tenu pendant 2 jours cette semaine à Kinshasa au Grand Hôtel en vue d'évaluer l'atteinte des objectifs du millénaire pour les développements au cours de l'année prochaine. La RDC est déterminée à relever les défis. Nous avons en fait institué une pratique qui consiste à organiser une rencontre annuelle d'évaluation ensemble avec nos partenaires, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement. Et nous nous retrouvons, nous discutons sans exclusive de toutes les questions. Nous invitons les membres du gouvernement qui s'expriment et à qui on pose des questions, on engage des débats et on prend des résolutions. Voilà donc tel aura été l'essence de la revue que nous venons d'organiser qui, comme vous l'avez constaté, a connu un franc succès. Nous avons l'obligation de pousser plus loin, d'améliorer sans cesse et au cours de la prochaine édition, nous pensons devoir associer pratiquement tous les gouvernements à cette activité. Mais vous aurez constaté que c'est des débats intéressants qui prennent beaucoup de temps et que donc 2 jours ne suffisent pas. Je pense qu'il va falloir cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être prendre une semaine pour permettre à tout le monde de s'exprimer, à tous les secteurs de la vie nationale d'être abordés.
Une des recommandations des concertations nationales a été mise en œuvre cette semaine. Joseph Kabila Kabange a nommé mercredi la députée nationale élue de Bumba, Janine Mabunda Lioko, au poste de conseiller spécial en matière de lutte contre les violences sexuelles. Retour sur cette ordonnance qui a été lue sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. C'est une des recommandations des concertations nationales que le chef de l'État vient d'exécuter. Dans une ordonnance lue ce mercredi 9 juillet sur les ondes de la télévision publique, Joseph Kabila a nommé Janine Mabunda au poste de conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles à l'endroit des femmes et de la jeune fille. Une nomination qui fait la joie des femmes. Comme on a un conseiller spécial, nous espérons que le droit de la femme ne sera pas bafoué. Vous savez, les violences sexuelles est érigée aussi en arme de guerre. Et non seulement, elle requiert aussi la compétence de la CPI. Nous espérons que la personne qui a été nommée, il ne va pas politiser l'affaire en privilégiant les uns, en camouflant les autres. Non, ça ne serait pas bien. Il faudrait bien qu'elle soit vraiment la représentante de la femme pour tout ce qui a trait aux violences liées aux femmes, que ça soit dénoncé et que les auteurs de ces éventuelles violences, surtout sexuelles, soient poursuivis en République démocratique du Congo. Ces cas de violences sexuelles sont multiples dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'on dénombre des centaines de milliers de femmes victimes d'exactions et d'autres sévices corporels. La tâche de l'élu de Bumba dans l'Équateur n'est donc pas aisée, mais pas impossible. Processus électoral à présent, prolongation de l'opération d'accréditation des observateurs long terme. C'est ce qu'ont obtenu les organisations de la société civile de Kinshasa après sollicitation auprès de l'organe électoral. Lors de sa visite d'évaluation, l'abbé président Apollinaire Malumalou a annoncé aux requérants venus très nombreux au centre d'accréditation du lycée Monseigneur Chaoumba que toutes les dispositions ont été prises pour que toutes les structures demanderesses soient servies. La CENI a décidé que nous prolongeons l'accréditation des observateurs long terme d'1 mois à partir d'aujourd'hui. En deuxième lieu, nous installons un système de jetons par ordre d'arrivée qui pourra permettre que chaque candidat à l'observation long terme puisse savoir quel jour il va passer pour son accréditation. Cela va permettre qu'il n'y ait pas d'attroupement ici à Chaoumba et qu'on le fasse en toute quiétude. Sans problème, parce que le vœu le meilleur, c'est que tout membre de la société civile qui voudrait participer à cette observation long terme puisse y participer. Cela étant aussi, nous voyons que les organisations ont envoyé beaucoup de monde à cette observation long terme. C'est même, je crois, le record mondial de l'observation long terme. Le processus continue. La prison de Ndolo et celle de Makala étaient en effervescence avec la libération des prisonniers amnistiés par le biais de la grâce présidentielle à Kinshasa. 315 anciens pensionnaires éligibles à la grâce présidentielle ont recouvré mercredi leur liberté et manifesté leur joie. Cris de joie, pleurs, émotion des retrouvailles. Telle est l'ambiance qui a caractérisé cette 4e vague des bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 à la prison d'Ndolo, où était une partie des 247 amnistiés de Kinshasa. Libre après plusieurs années d'emprisonnement, les mots deviennent difficiles. Je remercie toute ma famille qui m'envoie soutenir, en plus ma femme et tous ceux qui sont impliqués pour que nous puissions retrouver cette loi d'amnistie. Les uns comme cet ex-Bakata Katanga, c'est une occasion pour mettre en garde les jeunes qui se laissent influencer par les dirigeants rusés. Huku bantu walikuya na kutudanganya, tufanye hivi, bintu havistahili. Alors tunajikuta tuko mu prison, tunaacha majamaa. Je suis très content d'être libre aujourd'hui. Ils sont venus nous manipuler pour rien et nos familles se sont retrouvées dans la rue. J'interpelle d'autres jeunes à ne pas être manipulés comme moi je l'étais.
anapenda kwenda kuingia mvintu kama hivi ni yeye moyo. Alors ni vitu moja vya buelewele, ni vitu havina mshimamizi, ni vitu moja havina tana maana. Pour les autres, le gouvernement doit être ferme dans la protection de la population contre les agressions des pays voisins. Je suis politicien de cela 17 ans. Quand je dis politicien, la guerre politique, ce n'est pas seulement les groupes armés. Il y a les élections qui nous attendent. Je serai là. Nous avons formé un groupe armé qu'on appelle IRDC. Ce n'était pas pour faire la guerre avec le gouvernement non plus. Ça n'a jamais été par les Congolais. C'était pour faire la résistance contre toute agression de l'étranger. Je ne veux plus recommencer. C'est le moment de travailler ensemble pour la reconstruction de notre pays. Après Ndolo, les amnistiés de la prison de Makala ont connu les mêmes procédures. Du moment où vous avez signé des actes d'engagement, chacun agit seul. Si quelqu'un revient à un regroupement, il va perdre les bénéfices de l'amnistie. Appel nominal, retrait des documents et des valises, puis direction de la sortie, l'intégration de la société pour une vie normale. Cette quatrième vague de libération des prisonniers conformément à la loi d'amnistie du 11 février 2014 a été précédée la veille par l'annonce du porte-parole du gouvernement. Lambert Mende Omalanga a justifié la motivation de ces élargissements au cours d'un point de presse. L'amnistie décidée par le chef de l'État n'a pas encore touché à son terme. Sur la liste de ceux qui viennent d'en bénéficier pour une libération non conditionnelle, on compte 19 membres de l'attaque du 27 février 2011 à Kinshasa, une trentaine de fidèles des brebis de Jéricho de Oneringwanda, plus de 50 miliciens des APR de Fonsté Mounene et tant d'autres. Cette information, le porte-parole du gouvernement l'a rendue publique face à face avec les chevaliers de la plume. Il y a donc des personnes issues de différents groupes, celui de l'attaque du 27 février 2011 à Kinshasa, à Lengebeni et Passondobi, à Tungarambu Junior, à Inda Aoun Yves, à Inda Essende Fabrice, au Polemenga Batassia Philippe, et Kofobotamba Gustave, Kabamba Kindaka Jean-Pierre, les Candelo Bamompala Patrick, Likimba Louwewa Christian, Lokota Jean-Claude, Mabele Mambembo. Parmi les amnistiés figurent 163 rebelles de Bakata Katanga qui ne doivent faire l'objet d'amalgames ni de prétendues pressions qu'interpréteraient les mauvaises langues. Déclaration de Lambert Mende Omalanga. Si des pressions étaient exercées pour les Bakata Katanga, c'est sur qui? Sur les parlementaires, parce que c'est eux qui ont pris la décision. C'est le Parlement de la République démocratique du Congo qui a voté la loi d'amnistie. Le président l'a promulgué, le gouvernement l'exécute. Alors, de quoi parlons-nous? Qui a exercé les pressions sur qui? C'est le Congo qui décide de donner une chance à ses enfants, quels qu'ils soient, puisque l'amnistie n'est pas nominative. Une vague d'amnistie pour concrétiser la cohésion nationale, voulue lors des concertations nationales. Les banques dans les îles britanniques et ailleurs. Relance de l'administration publique. 23 ans après, la République démocratique du Congo a organisé les élections des syndicats au sein de l'administration publique le 2 août 2013. Mardi, le ministre en charge de l'urbanisme, habitat et ITPR, Fridolin Kassochi-Moussoka, a procédé à l'installation officielle des délégués syndicaux élus sous sa tutelle en présence de son collègue de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, au secrétariat général à l'urbanisme et habitat. C'est une cérémonie simple mais pleine de significations. Après les élections syndicales organisées le 2 août et 19 septembre 2013, 23 ans après, l'heure est à l'installation officielle. Ce mardi 8 juillet 2014, c'est au siège du secrétariat général à l'urbanisme et habitat que le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction procède à l'installation officielle de la délégation syndicale élue de l'administration sous sa tutelle. Le tout dans une ambiance bon enfant, en présence de son collègue de la fonction publique. Prenant la parole en premier, Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'urbanisme et habitat, loue les efforts déployés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila dans la relance de l'administration, courroie de transmission entre l'employeur et les travailleurs. Jean-Claude Kibala met un accent particulier sur les respects des règles qui régissent un syndicat. Le ministre de la fonction publique saisit cette occasion pour prodiguer des sages conseils aux différents élus.
Le premier élément, c'est ce que nous lie les syndicats à l'employeur que je représente, l'État congolais, c'est les statuts. Dans les statuts, vous avez vos obligations et vos droits. Exactement, votre rôle, c'est de vérifier non seulement que vos droits sont respectés, mais de vous assurer aussi que les obligations sont respectées. L'administration est la cheville ouvrière de l'action gouvernementale. Fridolin Kassuchi-Moussoka le sait. Le ministre en charge de l'urbanisme, habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction ne manque pas de rappeler à ses délégués élus l'importance d'un syndicat de production et des participations. La situation générale du pays exige à tous, employeurs et travailleurs, des sacrifices énormes à consentir, d'où l'importance d'une prise de conscience collective. Et pour y parvenir, le ministère a besoin d'un syndicat de production et de participation. L'installation officielle terminée, c'est parti donc pour un mandat de 3 ans pour ces différents délégués élus des syndicats du ministère en charge de l'urbanisme, habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction. À l'échelle universelle, c'est sous le thème « Investir dans la jeunesse ». Ensemble pour un nouveau départ que la République démocratique du Congo a célébré le vendredi 11 juillet la Journée mondiale de la population. Une occasion pour le secrétaire général de l'ONU de faire part de son inquiétude concernant des nombreux jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour sortir de la pauvreté. Investir dans la jeunesse, puisque c'est elle l'avenir de notre pays, tel est le leitmotiv et l'engagement du gouvernement congolais. Cet investissement exige de nous tous des initiatives fortes, initiatives qui doivent être conçues avec la contribution des jeunes eux-mêmes. C'est tout le sens de la campagne nationale qui va être organisée à dater de ce jour jusqu'au 30 juillet 2014. Investir dans la jeunesse et garantir l'avenir du pays, car la population congolaise est composée des 68% des jeunes, âgés pour la plupart de moins de 25 ans. La commémoration de la Journée mondiale de la population de cette année a pour ce faire mis un accent particulier sur la jeunesse à travers notamment le choix du thème « Investir dans la jeunesse, ensemble pour un nouveau départ ». Une célébration qui rime avec le lancement d'une campagne à travers les réseaux sociaux dont l'objectif est d'une part d'éveiller la conscience des jeunes sur leur rôle et d'autre part récolter le maximum d'attentes et aspirations des jeunes sur l'avenir du pays. Nous savons que les jeunes en bonne santé, instruits, productifs et pleinement engagés peuvent aider à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et font preuve de plus de résilience face aux défis qui se posent à l'individu et à la société. Étant trop souvent exclus du processus des prises de décisions, les jeunes vont pouvoir donner la voix à travers cette campagne. Les pages créées sur Facebook ainsi que sur d'autres réseaux serviront de cadre de discussion pour rassembler les différents points de vue ainsi que de manière dont les jeunes appréhendent la question. En lieu et place de se divertir sur les réseaux sociaux, les jeunes devront donc saisir cette opportunité en vue de s'exprimer sans tabou sur l'avenir du pays à travers la campagne Investir dans la jeunesse, ensemble pour un nouveau départ, une campagne qui s'étendra dans tout le pays durant 3 semaines. Cette édition rétrospective, réalisée grâce au concours de toute la rédaction, est complètement terminée. Merci de votre attention particulière. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Bon début de semaine à tous. L'Amérique met un peu les pieds dans le plat. C'est pas nous qui a introduit ces thèmes au débat public. C'est-à-dire du département d'État. Je crois que c'est dans l'intérêt du Congo. Au-delà de la rumeur. Entre guillemets. Il faut le parent, donc parmi le parent, le papa qui est le chef de la famille, doit prendre l'initiative de bien encadrer ses enfants.
c'est-à-dire essayer un peu de tenir des dialogues avec les enfants, c'est-à-dire prodiguer des conseils, et ensuite essayer d'envoyer aussi les enfants à l'école. L'État également a une part de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit plusieurs enfants de Koulouna par-ci par-là, ils ne sont pas encadrés. C'est plus affection, bolingo. C'est battre dans la famille, c'est pas protéger la famille. La querelle est bandozalaka. Tandis que ceux qui ont famille, bolingo et ça, vous allez voir de merveilles. L'on a bien bandoko maka na famille, l'on va bien. Quand les enfants sont abandonnés à leur triste sort, quand les familles ne sont vraiment pas... Il n'y a pas une loi qui cadre cela facilement. Il y a possibilité qu'il y ait violation dans les familles. Pour protéger le membre de la famille, il suffit, tant que les parents sont encore à vie, ils doivent préparer très bien l'avenir de leur enfant, à leur produisant de choses qui pourraient leur permettre de vivre après leur mort, et de conscientiser le membre de famille, qu'ils puissent avoir une même idée pour qu'après leur mort, les enfants ne soient pas par-ci par-là, pour qu'ils aient vraiment une vie stable. Les solutions concrètes, il faut combattre la polygamie, il faut combattre le divorce. Ce sont les deux éléments-là, les deux fléaux qui poussent, qui détruisent la famille.